Ok. Dernière ligne droite pour ce premier épisode du Dev du jeudi. Alors, on va parler... Alors, je vais créer... Pardon. Si je partage l'écran, c'est mieux. On va créer une nouvelle application. Et on va parler de la palette de composants. Alors, la palette de composants ou la palette d'outils, comme vous voulez. On la trouve donc maintenant sur la droite. Encore une fois, vous pouvez la positionner où vous voulez. J'ai dit que pour les nostalgiques du Delphi 7, vous aviez possibilité ici, dans la combo box, de choisir classique flottante. Et dans ce cas-là, on va retrouver la palette de composants au-dessus, comme vous pouvez la voir avant. Je vais revenir en disposition par défaut. Ceci dit, c'est vraiment une question d'habitude et une fois qu'on a pris l'habitude de la nouvelle palette, ça reste quand même bien pratique. Donc on a la palette qui est ici. On a possibilité ici, donc on voit les différentes rubriques qui correspondaient aux onglets à chaque fois dans les anciennes versions de Delphi. Sous chaque rubrique, on va trouver bien entendu la liste des composants. J'ai possibilité ici de sélectionner, d'aller directement à une rubrique. Si je clique sur la liste ici, je vois la liste des rubriques. Ensuite, je peux, en choisissant directement template, hop, et je vais directement sur la rubrique template. Ok, j'ai possibilité également ici de faire une recherche. Donc à partir du moment où je fais une recherche, il va me filtrer les composants qui contiennent le mot que je cherchais. Si je tape Edit, automatiquement, dans les composants que j'ai en dessous, je ne retrouve que ceux qui contiennent le mot Edit. D'accord, donc bien entendu, si je fais T-Edit, j'ai beaucoup moins de choses, bien entendu. Ok, donc très rapidement, en fait, on peut trouver le composant que l'on souhaite. Voilà, T-Edit, T-Memo. On peut, en faisant entrer, une fois qu'on est sur, d'accord, si je tape T-Memo, sur le composant, donc avec les flèches, je peux me déplacer sur la palette, bien entendu. Je n'ai pas besoin d'utiliser la souris. Et si je fais entrer sur le composant, automatiquement, le composant est rajouté à ma fenêtre. Je peux également faire un drag and drop de mon composant directement sur ma fenêtre pour le positionner où je souhaite. Et je peux également double-cliquer sur mon composant et automatiquement le composant est rajouté à ma fenêtre. Ok, je peux également dans ma palette de composants déplacer les rubriques si je veux les mettre dans un autre ordre. Donc si par exemple ici je souhaite que la partie DB Express, je souhaite l'avoir plus en haut, je peux prendre ma rubrique et la remonter directement. Ok, donc ma rubrique est maintenant disponible directement en haut. D'accord, donc je peux agencer les rubriques, les catégories comme je le veux. De la même manière, je peux prendre un composant et le déplacer également pour le positionner comme je veux. Si dans certaines catégories, je trouve que voilà, le T-Simple Dataset, je vais en avoir besoin plus souvent, donc je veux le remonter, je remonte le T-Simple Dataset, ou voir, je peux le changer de catégorie. D'accord. La palette de composants va vraiment s'adapter à ce que je suis en train de faire. En l'occurrence, lorsque je passe sur la partie code, on va voir automatiquement que, bien entendu, il ne me propose plus de la liste des composants. Mais il me propose, si on regarde, de créer des nouveaux fichiers, des nouveaux projets ou ce genre de choses. En fait, toutes les choses qu'on peut faire, ce serait idiot qu'il me propose des composants, puisque là, je ne peux pas poser de composants, je suis dans la partie code. On a vu de la même manière quand j'étais en modélisation tout à l'heure. Okay, on enregistre tout ça. Quand je suis sur le diagramme, automatiquement, encore une fois, la palette de composants
s'est retrouvée adaptée, elle s'adapte à ce que je suis en train de faire. Directement, je vais retrouver, alors c'est pas vraiment des composants, mais c'est ce qui va me permettre de créer mon diagramme. D'accord? Donc cette palette de composants va vraiment s'adapter à ce que je suis en train de faire. Juste, je vais faire un petit rappel, parce que je l'ai, enfin pas un rappel parce que je l'ai pas dit. Mais tout à l'heure, quand on était dans l'explorateur de données, un des avantages aussi de l'explorateur de données, c'est que le drag and drop va marcher. Et si je fais un drag and drop de la connexion que j'ai définie, automatiquement, je vais avoir mon composant DB Express pour la connexion à base qui est définie avec tous ces paramètres directement. D'accord. De la même manière, si j'ai fait un drag and drop d'une table, j'aurai un composant TSQL dataset qui va être créé directement. D'accord. Donc le drag and drop marche aussi sur l'explorateur de données, à part sur FireMonkey, en fait, attention à ça. Le drag and drop depuis l'explorateur de données sur FireMonkey ne fonctionnera pas. Ok. On revient sur notre palette de composants, d'accord. Donc bien entendu, je l'ai dit ça au début, c'est pareil sur la palette de composants comme tous les autres, toutes les autres parties de notre IDE. Je peux bien entendu sortir ma palette, aller la positionner à d'autres endroits, la mettre sur un autre écran si j'ai du multi-écran. Et bien entendu, cette configuration sera sauvegardée dans le bureau sur lequel je suis. Je pourrais décider d'avoir différemment, voilà, la palette d'outils en haut au lieu de l'avoir en bas, ou l'avoir en bas. Bref, je peux m'organiser comme je veux. Et puisqu'on est à parler de composants et qu'on est à parler de l'IDE, ce qui peut arriver certaines fois, et qui peut être pratique, c'est que j'ai besoin de répéter les choses. Alors, je peux utiliser le système des frames, je peux me créer mes propres composants aussi, bien entendu, ça n'a pas changé. Mais imaginons, décidément, je suis fatigué aujourd'hui, que j'ai des composants sur ma fenêtre. Ok, je vais changer leur propriété. Donc celui-là, la propriété texte, hop, on va l'enlever. Celui-là, dans la propriété texte, on va mettre bonjour, par exemple. Bonjour, voilà, je pourrais mettre tout le paramétrage que je veux. Pareil pour le bouton, on va mettre valider, BT1, voilà. Et ici, on va mettre une taille un peu différente, voilà. Mettre valider BT2. Je peux mettre bien entendu du code, je clique, je mets le code, edit 1.text 2 égal bouton 1, hop, et sur le bouton 2, edit 2, hop là, pardon, point texte égale bouton 2. Et ce qui peut se passer, c'est que j'ai besoin, dans différentes fenêtres, de réutiliser plusieurs fois ces composants-là avec le même code, avec le code qui va avec. D'accord ? Alors, encore une fois, j'aurais pu me faire un composant qui regroupe tout ça. J'aurais pu mettre ça dans une frame. Et j'ai également une fonction qui est beaucoup plus simple. Je sélectionne tous mes composants. Et dans le menu composants, je vais pouvoir faire créer un modèle de composant. Ici, je vais mettre quel est le nom de ce composant, même si ce n'est pas vraiment un composant. Le dev du jeudi épisode 1. Dans quelle catégorie dans ma palette d'outils ça va apparaître? Dans template. Je pourrais aussi choisir un icône si je veux. Ok. Et là, je peux aller sur une nouvelle application, par exemple, ou une nouvelle fenêtre, ça serait pareil. Et si je regarde la rubrique template qui est ici, j'ai un composant qui s'appelle T, le dev du jeudi épisode 1. Et si je prends mes composants, automatiquement je me retrouve avec mes edits, mes boutons, qui ont bien les bons paramétrages, hein, le caption, la propriété texte, mais également, si je vais regarder le code, qui ont bien le code correspondant. D'accord ? Je peux exécuter mon application, tout fonctionne, il n'y a pas de problème. Et il est suffisamment intelligent, puisque on se rappelle que quand j'ai posé le composant, ici c'est un edit,
ici un bouton 1, ici un edit 2, ici un bouton 2. Si je reposais une deuxième fois mon composant, ici c'est bien un edit 3, un edit 4, un bouton 3 et un bouton 4. Et bien entendu, dans le code, il m'a bien pris en compte edit 3 et edit 4. D'accord? Donc en fait, ça revient, c'est un petit peu si je crée une macro, en fait, dans laquelle je disais, ben, on va prendre ce composant, mets ce paramétrage dessus, mets ce code-là qui correspond, et ainsi de suite. Voilà, enregistre tout ça. Et dès que je choisis mon composant, ben, il fait pareil, quoi, en fait. C'est pas un vrai composant en lui-même, hein, c'est pas comme si j'avais créé un composant ou si j'avais mis ça en une frame, mais c'est un modèle de composant que je vais pouvoir réutiliser. Ok, donc on a vu la palette d'outils, on a vu au passage les templates de composants. On a également autre chose qui existe, qui peut être intéressant dans Delphi, qu'on va retrouver dans le menu Voir, qui est explorateur de classe Delphi. Si je clique sur explorateur de classe Delphi, automatiquement je vais retrouver mes unités, mes projets, d'accord. Et dans chaque unité, je vais retrouver en fait les classes qu'il y a, d'accord. Si je me positionne sur Opteform, eh ben, je vais voir les propriétés, d'accord. Donc encore une fois, ça reste une fenêtre que je peux sortir, bien entendu, comme d'habitude. Et je vais vraiment visualiser toutes les classes de mon application. Donc ici, j'ai pas de classe, j'ai pas d'objet défini à proprement parler, c'est que des composants, c'est la même chose. Ce qui est intéressant également, c'est que je peux, sur chaque classe, en cliquant avec le bouton droit, aller rechercher les utilisations, d'accord, savoir quelles sont les utilisations de cette fenêtre dans le projet en cours, dans le groupe de projet, dans le fichier en cours, d'accord. Et automatiquement, j'aurai les résultats de l'utilisation de ma classe ou de mon composant, là c'est un composant. Je pourrais aller à la déclaration directement, d'accord. Et je pourrais également, ça c'est intéressant, ajouter un champ, une méthode, une propriété, d'accord. Je pourrais faire ici une nouvelle propriété, voilà, test, ajouter à la classe Tform, elle est de type integer, est-ce qu'elle est publique, ok. Et automatiquement, j'ai bien ma propriété test qui a été rajoutée dans mon code. D'accord. Donc je peux le faire, encore une fois, sans avoir eu besoin d'aller dans la vue modèle, hein, sans avoir eu besoin de rajouter la modélisation dans mon projet, directement en passant. Bon, là, sur les composants, ça n'a pas vraiment d'intérêt, hein, ça serait plus intéressant, c'est plus intéressant à utiliser dans les classes, quand j'ai des classes d'objets. Mais je peux du coup voir toutes les déclarations, voir les propriétés, les méthodes, les procédures. Je peux rajouter une méthode, je peux rajouter un champ, une propriété, je peux aller à la déclaration et chercher les utilisations aussi, ça peut être pratique, quoi. Voilà, donc il faut le savoir, parce que par défaut, l'onglet n'y est pas. Mais donc dans le menu Voir, explorateur de classe Delphi. Ça fait un petit moment que ça y est, mais j'avoue que je ne saurais pas dire dans quelle version exactement de Delphi c'est apparu. Ok. On va parler un petit peu de l'aide et puis on va terminer après avec le refactoring. Donc l'aide, on peut bien entendu y accéder à partir du menu aide directement, d'accord. On peut bien entendu aussi y accéder à partir du moment où je suis quelque part, je vais faire F1. Je vais retrouver ici donc la documentation. Hein. J'ai remarqué ce truc-là. J'ai remarqué ce souci-là. J'ai l'impression que c'est un problème du Document Explorer. Je ne sais pas si c'est lié. Bon, bref, je suis dans mon aide. Ce qui est intéressant à savoir dans l'aide, c'est que
J'ai possibilité, bien entendu, de faire une recherche. Je peux filtrer sur quoi je vais faire ma recherche. Est-ce que je veux simplement sur RADstudio? Est-ce que je veux sur le SDK? Est-ce que je veux sur tout, RADstudio, C++, et ainsi de suite? D'accord. T-edit, par exemple. Donc l'explorateur de classe, là, on me fournit l'information. En fait, les dernières fonctionnalités sont apparues dans la version XE, en fait. D'accord, donc par défaut, il peut me faire là dans l'aide une recherche sur pas mal de rubriques. Il faut bien penser à filtrer, en fait, si je veux pas avoir l'aide sur tout, à la fois le SDK et ce genre de choses, d'accord. Je peux personnaliser les commandes, ça c'est pour les commandes, c'était dans les options. Sur les aides différentes que je peux avoir. Attention également au niveau de l'aide. Vous verrez que quand vous installez maintenant le RADstudio X2, donc là il y a eu un changement là-dessus par rapport aux anciennes versions. Avant il fallait installer Delphi et c'était une installation à part pour faire l'installation de l'aide. C'est plus le cas aujourd'hui, l'aide est lancée automatiquement. Par contre, au lancement de l'installation de l'aide, il vous propose d'installer l'aide pour le RADstudio, bien entendu. Il vous propose également d'installer l'aide pour le SDK de Windows. Il faut juste savoir que si vous la voulez, il faut la cocher parce qu'elle n'est pas cochée par défaut, l'aide du SDK. Voilà. Donc c'est en fonction de si vous en avez besoin ou pas. Ce qui est intéressant également dans l'aide, c'est la partie exemple de code. En fait, souvent, il y a eu la remarque comme quoi les exemples et tout ça, il y en avait un peu moins, ce genre de choses. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'ils sont tous, enfin, on peut tous les retrouver par ce biais-là. D'accord. Donc, si je vais dans l'exemple de code, donc ça peut être plus pratique lorsque je veux chercher des exemples rapidement, sans avoir besoin de savoir dans quelle rubrique c'était. Donc, exemple de code en Delphi ou en C++ Builder. Et ici, je vais avoir tous les exemples, d'accord, qui sont en fonction des types, des classes, des propriétés ou tout ça. Donc, il me suffit juste de cliquer et là, j'aurai l'exemple en fait. Donc, bien entendu, si je cherche ici onSelectCell dans la grille, ben, je vais finir par retomber sur cet exemple-là. Mais si je veux aller directement sur cet exemple, je peux le faire plus rapidement en fait en passant par ici. Donc, en allant dans l'aide et en faisant exemple de code. D'accord. En Delphi, en C++, Builder, ou également, ça c'est sur les projets Delphi qui sont fournis en fait. Encore les projets d'exemple qui sont fournis. Donc ils vont être référencés là, et avec à chaque fois le lien vers SVN, si jamais vous ne l'avez pas récupéré, à chaque fois ça va expliquer enfin, ce que ça fait, quelles sont les classes utilisées, ce genre de choses. Ok, et on va terminer en parlant du refactoring. Donc le refactoring, c'est quoi? Donc c'est un menu qu'on voit apparaître ici, d'accord, qui s'appelle refactoring, qui va me permettre de faire des modifications dans un programme déjà existant. Donc c'est très pratique quand on reprend du code en fait et qu'on a besoin soit de le faire évoluer, de changer des choses ou voilà. Donc si on regarde en fait, on a toute une série dans les menus, dans le menu refactoring ici, on a toute une série de méthodes ou autres, d'accord. En fonction de là où on est, on aura plus ou moins de choses qui seront sélectionnées. Par exemple, je pourrais dire ici, on va supprimer là la propriété test, on s'en fiche. Hop. Je me crée donc une procédure ici, test, avec un paramètre 1 de type string. Donc, je rappelle, CTRL-SHIFT-C. Et ici, je vais faire edit 1. Je sais pas si j'ai un edit 1. Oui. Point texte, de point égal, param 1. Ok.
Et ici, on pourrait faire, par exemple, test avec tac, bonjour. Ok, on va faire la même chose là. Ok. Ok. Donc ici, j'ai ma procédure. J'ai dans les clics sur mes boutons l'appel à cette procédure, en fait, donc plusieurs fois. Si je me positionne sur ma procédure, je vais pouvoir aller dans le menu refactoring et faire par exemple renommer. Donc cette procédure, elle s'appelle test. Je vais pouvoir par exemple la modifier en mettant mise à jour edit 1 finalement. J'ai une case à cocher ici qui précise voir les références avant le refactoring. Je fais OK. Automatiquement, il m'a ouvert une fenêtre ici en dessous. Et je vois tous les endroits où on fait appel à cette procédure. Donc là, je suis en local sur mon unité, mais en l'occurrence, ça fonctionnera sur tout le projet. Si j'ai d'autres unités, à d'autres endroits, dans d'autres fenêtres ou autres, où je fais l'appel à cette procédure, elles apparaîtront automatiquement. Elle sera regroupée par fichier, en fait, et automatiquement, je verrai tous les endroits où il y a l'appel à cette procédure. Je peux, si je veux, décider de retirer, parce que je ne veux pas mettre à jour celle-là, de tout retirer, OK. Ou sinon, je peux dire, une fois que j'ai vérifié, OK, c'est bon, pour moi, on peut faire la modification. Et là, je peux cliquer sur le petit bouton qui est ici, en faisant appliquer le refactoring. Et là, automatiquement, on voit tous les endroits où il y a eu l'appel de ma procédure. Elle s'appelle bien mise à jour edit 1 maintenant. La procédure elle-même a bien été mise à jour et la déclaration de ma procédure a été mise à jour. Encore une fois, ça sera valable sur tout le projet. Donc c'est plus simple que de faire un CTRL F, rechercher dans tout le projet, chercher les appels, faire des copier, des coller, ce genre de choses. Là, j'ai juste à appeler le refactoring et automatiquement, il s'occupera de mettre la mise à jour en me montrant déjà au début où a été faite, où sont faits les appels, pardon, et donc où vont être faites les modifications. Ce qui est intéressant en plus, c'est que à partir du moment où je suis passé par le refactoring, je vais pouvoir annuler le refactoring. D'accord ? Automatiquement, en fait, si je viens ici, je vais faire annuler. Il va me demander, êtes-vous sûr de vouloir annuler le refactoring? Donc, le dernier refactoring que j'ai fait, si je fais oui, automatiquement, je suis revenu dans la position précédente. D'accord ? Où c'était test et où tous les appels sont sur test aussi. J'ai pas que le fait de renommer une procédure. Si je me repositionne sur ma procédure, je peux retourner dans refactoring et je peux faire par exemple modifier les paramètres. Ici, j'ai un seul paramètre qui existe. Je pourrais soit décider de retirer mon paramètre ou je pourrais dire je vais rajouter finalement un deuxième paramètre. Ce deuxième paramètre, il va s'appeler param2. Quel type ça va être? Donc il y a tous les types possibles et imaginables. Moi, je vais dire que c'est un type string. Est-ce qu'il y a une valeur? Est-ce qu'il est type var, out ou const? OK. Je peux rajouter autant de paramètres que je veux. Une fois que j'ai fini, je vais faire OK. De la même manière, d'accord, ici, je vais me retrouver avec tous les endroits où il y a l'appel, pardon, c'était là, ça c'était l'ancien, tous les endroits où il y a l'appel de ma procédure. Donc je retrouve les mêmes endroits. Pareil, comme tout à l'heure, je pourrais en retirer un s'il y en a un que je ne veux pas mettre à jour. Et quand je dis que c'est bon, je peux faire appliquer le refactoring. Qu'est-ce qui se passe? C'était pas le bon, je ne me suis pas mis sur le bon, pardon. Oui, c'était celui-là. Appliquer le refactoring, ok. Donc l'autre c'était l'ancien, on peut le supprimer d'ailleurs. Et automatiquement donc
ma procédure dans sa déclaration ici, elle a bien deux paramètres, d'accord, param 1, param 2. Tous mes appels, il m'a rajouté une virgule. Et bien entendu, il ne peut pas définir tout seul quel est le paramètre à passer, donc c'est à moi de le passer. Et ma procédure elle-même, elle a bien été mise à jour. D'accord, donc j'ai plus qu'à venir ici pour lui dire, bah, finalement, qu'est-ce que c'est le paramètre 2. D'accord, sur tous mes appels. Il faut que je revienne pour mettre, parce que forcément, ça, il ne peut pas le deviner. D'accord, et donc ensuite, je peux exécuter mon code. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que j'ai un projet qui a le même nom, qui doit se mélanger à force. Hop, on va enregistrer ça, non. Ok. Ok. Donc mon application compile et fonctionne, il n'y a pas de problème. D'accord, donc j'ai bien entendu, plein d'autres fonctionnalités qui sont disponibles dans le refactoring. On le voit, je pourrais extraire une interface, remonter les membres, donc c'est par rapport à la visibilité, ce qui est en public, remonter en private, ce genre de choses. Introduire une variable, hein, déclarer une variable ici. Hein, dire, c'était pas ça que je voulais faire, pardon. Ça, hop, je sélectionne du code ici en fait. Hein. Je pourrais faire introduire une variable. Quel est le nom de la variable? Plutôt que de dire que je vais passer bonjour ici en dur, je vais dire une variable texte. Je vais appeler texte. Donc j'ai bien un bar texte de type string. Ici, il y a texte qui est égal à bonjour et il appelle ma fonction avec texte. De la même manière, si je veux faire de la traduction et que j'ai besoin d'extraire toutes mes chaînes de caractères, je pourrais sélectionner une chaîne de caractères et faire refactoring, extraire une chaîne de ressources. Quel est le nom de la chaîne de ressources? Automatiquement, il me crée une ressource string, ce qui va être pratique pour tout ce qui est traduction, puisque tout sera centralisé au niveau des ressources string. D'accord? Et ici, il fait bien appel à ma ressource string str bonjour 2. Ce qui peut être intéressant également, c'est de dire ici, par exemple, je fais du code, d'accord? Je me suis fait une super méga procédure assez longue. Et je me rends compte que ce code, je vais en avoir besoin à d'autres endroits. Je sélectionne mon code et je vais dans Refactoring et je fais extraire une méthode. Je mets quel est le nom de la méthode, donc extraire une méthode par exemple. Je fais OK. Qu'est-ce qu'il y a appris là? J'ai pas bien compris. On fait ça. Ok, on est bien en démo 6, ok. Ok, je sais pas ce qui s'est passé. Donc je sélectionne mon code. Refactoring, extraire une méthode, extract méthode. Décidément. Ça compile bien. Il y a quelque chose qui lui plaît pas là. Je pense que c'est...
Donc bien entendu, pour que le refactoring marche comme il faut que l'application à chaque fois puisse être puisse le compiler. Hein. 6, je pense que c'est une question de nom avec d'autres projets. Hop, bouton mémo. 2, ok. Ok. Ici je vais faire mémo1.lines.add. Ah, 4, 5, 6. Ok. C'est bon, ça compile, ça fonctionne. Donc je sélectionne mon code, on va y arriver, refactoring, extraire une méthode, mise à jour mémo. Ok. Automatiquement, il m'a bien créé une procédure qui s'appelle mise à jour mémo, et dans le bouton un clic, il fait appel à la fonction mise à jour des mémo. Donc il me suffirait dans mon bouton 2, du coup, si je voulais réutiliser ce code, de faire l'appel à ma fonction, à ma procédure, pardon, mise à jour des mots. Il y a un truc qui lui plaît pas là, qui est bizarre. Étrange. Il va falloir que je fasse le ménage dans mes répertoires. Ok, donc il existe plein de choses dans le refactoring pour se faciliter, modifier les paramètres, extraire une méthode, déclarer un champ ou une variable, renommer, c'est ce qu'on a vu. Ce qui est intéressant hein, à chaque fois, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que il nous montre toujours d'abord avant où va être appliqué le refactoring, et je peux donc voir déjà les appels à ma procédure ou ce genre de choses, quoi. Donc c'est très pratique sur du code déjà existant quand on reprend une application ou ce genre de choses, pouvoir renommer, pouvoir retrouver les déclarations ou autre. Ok, donc le Delphi il est fatigué hein, parce qu'il commence à me faire des erreurs, là, je suis pas tout saisi, mais on va faire un ménage. Donc on va voir ce qu'il y a comme question. Alors, comment faire pour la version Delphi RAD Studio pour des tests donc je l'ai dit ce matin, pour récupérer une version d'évaluation du RAD Studio, embarcadero.com, Product, application développement, RAD Studio X2, pardon, download, et ici download free 30D trial. Donc vous pourrez récupérer ici une version d'évaluation. Peut-on remettre la grille dans l'inspecteur d'objets? Donc je ne sais pas bien de quelle grille vous parlez. La grille dans l'inspecteur d'objets. J'essaie de réfléchir à ce que ça peut être. Je sais pas. Je ne sais pas de quelle grille vous parlez en fait. Donc, si la personne peut préciser. Je ne vois pas la palette template dans la palette de composants C++ Builder. C'est parce que vous n'avez pas dû créer. Il faut créer un premier template pour pouvoir voir la rubrique template. Sinon, vous n'en trouverez pas. Puis-je avoir le lien pour voir la vidéo de ce matin? Donc vous trouverez tout hein, sur le devdujeudi.com.
et on vous enverra un mail de toute manière quand tout sera mis en ligne, mais il faut bien se dire qu'il faut qu'on retraite la vidéo déjà, qu'on les coupe bien et qu'on les transfère ensuite. Puis c'est la même chose. EdX2, code C++ très pauvre, que du Delphi. Est-ce amélioré en X2? Donc pour l'aide, c'est toujours pareil, il y a des mises à jour fréquemment, sur l'aide. Sinon, je vous conseille d'aller voir le wiki Embarcadero, parce que lui, forcément, il est plus à jour. Vous allez le retrouver, c'est ce qu'on avait dit ici, je ne sais plus s'il y avait un lien directement sur le wiki. Sinon, voilà, si on allait là dans documentation Aide FireMonkey, on va sur le wiki. Donc sinon, bon, c'est pas très dur à retenir non plus, hein, c'est docwiki.embarcadero.com. Voilà, ici on peut choisir Delphi, C++ Builder et autres. Donc n'hésitez pas à aller le voir, ce sera en tout cas plus à jour. Ok. Le refactoring fonctionne aussi sur un objet, le nom d'un bouton. Le nom d'un bouton, je suis pas sûr que sur le nom d'un... hop, si je le mets là... Pardon, refactoring ici, renommé, on va la voir. Donc, bouton 4. Ok, je vois bien les appels. Hein, et il y a la mise à jour du concept logiciel. Donc c'est bon. Donc il n'y a pas de souci. Le menu refactoring ne propose que renommer en C++ Builder. Oui, ça fait partie des petites choses qui sont différentes entre le C++ Builder et le Delphi. Donc il y a un peu moins de fonctionnalités dans le refactoring dans le C++ Builder par rapport au Delphi. Bon, c'est prévu d'être déjà beaucoup de choses qui ont été rajoutées dans le refactoring. Enfin, pas dans le refactoring, de manière générale dans le C++ Builder par rapport au Delphi, mais il reste encore quelques petits points. Voilà, ça sera certainement corrigé dans les prochaines versions. Mais c'est vraiment très important d'utiliser le refactoring pour renommer, pour ajouter des paramètres et tout ça. C'est vraiment la méthode à utiliser. Tout simplement parce qu'il va vraiment bien vérifier tous les appels, être sûr que vous avez bien mis tout à jour, plutôt que d'aller vous-même changer un nom et après faire des recherches, vérifier que vous ne l'avez pas oublié quelque part. Bon, bref, c'est pas très pratique, quoi. À propos de la création de composants à partir d'un modèle, vous avez aussi menu projet, ajouter au référentiel, puis pour utiliser le modèle, menu fichier, modèle. Autre catégorie de fichiers Delphi et choisissez votre modèle. Oui, c'est une autre solution qu'on peut utiliser. C'est aussi beaucoup utilisé pour quand je veux définir des modèles de fenêtres, pas forcément de composants. D'accord. Je pourrais également, quand je clique ici sur ma fenêtre, cliquer avec le bouton droit et faire ajouter au référentiel pour avoir une fenêtre type que je vais pouvoir réutiliser ensuite après. À quel endroit ça va être positionné après, en faisant fichier nouveau autre. Je retrouverai dans fichier Delphi. Dans fichier Delphi, je retrouverai mon modèle que j'ai enregistré, quoi. De la même manière que pour les composants. Les lignes entre les propriétés. Ah là, c'était par rapport à, je vérifie juste que c'est bien la bonne personne. Par rapport à la grille. Sincèrement, c'est qu'une question d'affichage. Ok, c'est vrai qu'avant, si je me souviens bien, dans les vieilles versions, chaque ligne était bien séparée. C'est plus le cas. Bon, c'est une question d'affichage. Je suis pas sûr qu'il y ait cette option-là qui puisse être activée. Dès qu'on est sur la ligne, on voit bien la séparation de la ligne. Donc, bon, il n'y a pas trop de... Voilà. Après, c'est une modernisation aussi de l'affichage. Hein, donc, moi, j'ai réinstallé Delphi 7 pour avoir l'aide. Bon, c'est un peu dommage. Sincèrement, il y a quand même, en tout cas dans la X2, de plus en plus de choses dans l'aide. Avec le wiki, ça reste très pratique. Et ceci dit, ça vous évitera de tout réinstaller.
Si vous allez sur docs.embarcadero.com, voilà, vous allez pouvoir retrouver les documentations. Donc si je choisis en français, alors attention, des fois il y a des choses qui ne sont pas disponibles en français, qui sont disponibles qu'en anglais. Donc regardez bien. Il faut que je choisisse le produit aussi, RAD-Studio. Je vais pouvoir retrouver voilà, sur le RAD-Studio XE, XE2, 2009, 2007. Et j'ai même en fait les docs sur Delphi 7 au format PDF. Voilà, donc j'aurais pu les récupérer directement là, si vous aurez évité de le réinstaller Delphi. Bravo encore une fois, mille merci. Merci à vous de nous suivre, encore une fois. Et dans Delphi 2010, touche de droite sur l'inspecteur d'objets, puis afficher la grille. Alors, est-ce que ça existe encore en 2010? Enfin, en X2, je veux dire. Ça n'a pas l'air, a priori, là, j'ai les pros. Ah si, afficher la grille, là. Voilà. Voilà, en l'occurrence, je ne connaissais pas forcément l'option. Donc, vous le mettez ici, vous cliquez avec le bouton droit. Voilà. Merci à Marc pour l'information. Propriété. Et ici, vous avez une case à cocher, afficher la grille. Voilà. En l'occurrence, vous pouvez aussi modifier les couleurs. Hein. Et automatiquement, vous avez bien donc la séparation des propriétés. Voilà. Ok, d'autres questions? Alors, à titre informatif, combien avons-nous été à suivre cette conférence? On est monté à plus de 50, j'ai pas fait, parce qu'il y a des gens qui se déconnectent après, qui n'ont pas suivi tout le temps, ce qui est normal. Voilà, on est monté au-dessus de 50, j'ai pas fait, je regarde pas le chiffre à chaque fois, je sais juste qu'à un moment j'ai vu on était au-dessus de 50. Juste à titre d'information, puisque les gens aiment bien savoir, il faut savoir en fait que pour le moment, parce qu'il y en a qui continuent de s'inscrire, il y a environ 150 personnes qui sont inscrites pour le dev du jeudi. Alors, ce qui ne veut pas dire que tout le monde ne suit chaque truc, hein. C'est le but aussi, c'est que vrai que des fois il y a des gens, ben, l'IDE ça l'intéresse peut-être pas, ils préfèrent suivre d'autres choses. Donc au niveau des inscriptions, on est aux alentours des 150, on vient d'arriver à 150 là. Mais on continue d'en avoir. Et aujourd'hui, on était au-dessus de 50, mais j'avoue que j'ai pas regardé tout le temps exactement combien il y avait. C'est juste qu'à un moment, j'ai regardé, on était au-dessus de 50, on est là de 57, 58. Il y a peut-être eu un moment où il y a plus. Je sais qu'en tout cas, au moins, ça. Voilà. Là, vous êtes un peu moins, vous êtes plus que 47, mais il y en a qui se sont déjà déconnectés, je suppose. Félicitations Thierry, merci Fabien. Comment faire pour avoir le menu projet dépendance non grisé? Projet dépendance, c'est quoi dépendance? Est-ce que c'est seulement sur... c'est une bonne question. C'est une bonne question, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Voilà. Désolé. Je n'ai pas la réponse à tout le temps, mais je regarderai si je trouve quelque chose là-dessus.
Good job, merci. Il aurait été intéressant de voir le type de la propriété sélectionnée dans l'inspecteur d'objets. Par exemple, border style égale un type T border style. Oui, avec les informations, on a plusieurs informations hein, qui apparaissent directement en bas. Pour pouvoir voir directement là dans le... Ouais, ça aurait été pas mal. C'est vrai que ça aurait pu être intéressant de voir le type directement. Maintenant, si on le fait par le code, on peut le voir directement, mais ouais, ok, pourquoi pas. C'est vrai que ça aurait pu être bien de l'avoir là directement. Peut-on parler de traduction? Bon, on n'aura pas le temps là de parler de traduction, mais c'est une bonne remarque. Je vais essayer d'intégrer ça dans la session où on va parler plus de code. Voilà, je vais essayer d'intégrer des choses là-dessus. On parlera de certaines choses par rapport à FireMonkey, parce qu'il y a des choses là-dessus aussi dans FireMonkey. Mais ok, je le note. Et je vais essayer on va essayer de trouver un petit créneau dans la partie développement objet, tout ça, et où on parlera de traduction, plus avec la partie code, mais voilà. Ok, la dépendance n'est-elle pas spécifique au service? C'est une bonne remarque. On va essayer, comme ça on saura. Si je crée un service, application service, projet, non, toujours pas. Je n'ai toujours pas accès à ça. Donc je ne sais pas. Si on verrouille les contrôles, ils se déverrouillent au nouveau lancement de Builder. Oui, c'est pas une option qui reste stockée en fait, donc c'est pas un paramétrage qui reste stocké, donc c'est vrai que il est réinitialisé en fait automatiquement. C'est pas stocké dans les paramètres du projet quoi en fait. Merci pour cet exposé, à jeudi prochain. Merci beaucoup, merci à vous de nous suivre et bien entendu à jeudi prochain. La propriété parent background des panels est par défaut à true. Alors on va se remettre sur hop. Si on prend un panel, ok. Donc parent background est à défaut à true. C'est gênant pour la conversion d'anciennes versions de Delphi à cause de la transparence. C'était pas initialisé pareil. Peut-être c'est possible. Ceci dit, rien n'empêche, du coup, ce qu'on a montré avec les composants, avec le modèle de composants, rien n'empêche de prendre un composant, de définir des propriétés particulières, donc par exemple le panel en enlevant le panel par background, ou par exemple un truc qu'on supprime tout le temps, en général c'est le caption parce que ça nous énerve, et du coup de faire composant, créer un modèle de composant. Je vais sélectionner mon composant, bon, j'ai plusieurs mais c'est pas grave, un modèle de composant, je peux vous faire un modèle de composant juste avec, je vais y arriver, créer un modèle de composant, voilà, panel template, et du coup au lieu d'utiliser le panel classique, d'utiliser ce panel là, quoi, en fait. Sachant que ça sera quand même un type T-panel, hein, c'est pas un nouveau composant quoi en fait, mais en l'occurrence du coup il aura les propriétés définies comme il faut, ça peut être une solution.
dans certains cas qui peut aider. Alors, William me précise quelque chose. Si je crée un nouveau projet ici, hop. Projet dépendance. En fait, c'est les dépendances des projets par rapport au groupe du projet. Donc voilà pour le menu dépendance. Donc si je sélectionne, en fait ici je suis sur le projet 5, d'accord. Si dans le menu projet, dans dépendance, je coche le projet 6, le démo 6.exe, lorsque je vais compiler le projet 5, automatiquement le projet 6 sera compilé puisqu'il est coché comme étant dépendant en fait. Voilà. Voilà, en l'occurrence c'était une option que j'avoue je ne connaissais pas. Donc je vais me coucher moins bête ce soir. Ok, d'autres questions? Merci Thierry, encore une fois, merci à vous. Bon, pas d'autres questions? Ok. Une autre question? Non. Quelqu'un qui dit merci encore, merci. Donc je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée. D'accord. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 26 janvier. Je rappelle tous les programmes des différentes sessions. Jeudi prochain, on parlera de FireMonkey, donc beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à montrer. On va essayer d'aller un peu plus loin que des simples démos d'une heure. On aura toute la journée pour ça, donc on va essayer de voir pas mal de choses, quoi. Et on verra tout ce qu'on peut faire de sympa au niveau de l'IHM. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore une fois pour ce premier épisode. Voilà, c'était le premier épisode de la saison 1. C'est comme les séries, c'est une nouvelle série, donc le dev du jeudi. Le premier épisode est fini. On se donne rendez-vous au deuxième épisode. Ratez pas d'épisode, je fais attention. Je note les noms de ceux qui ratent. Et au niveau de la vidéo, vous la retrouverez de toute manière sur le site ledevdujeudi.com. Aujourd'hui, il y avait juste cette image par rapport à l'épisode qui est en cours, d'accord. Donc vous aurez des liens directement. En fait, il y aura une chaîne, une page YouTube aussi, mais en allant directement sur le site ledevdujeudi.com, vous aurez les liens vers la vidéo. D'accord. On va s'occuper de travailler ça pour que vous l'ayez le plus rapidement possible. En tout cas, de toute manière, on va faire un maximum pour que déjà au prochain épisode, le premier épisode soit déjà en ligne correctement. On va essayer de faire une vidéo propre et tout ça. Ok, il y a d'autres messages. À jeudi et bravo, merci à vous. Merci, ce concept est super. Manque juste les croissants et le café. Ouais, je suis un peu déçu. Personne m'a envoyé de café ni de croissants. Je les attends toujours. Donc la prochaine fois, n'oubliez pas. J'aime bien le matin avant de commencer. Voilà. Puis à la pause aussi. Merci. Je lis les messages là. Bonsoir, merci. Bonsoir et merci. Au revoir et merci. En plus, vous êtes beau. Merci, je savais pas que j'étais beau, mais ok, d'accord. Très bien, merci. Vous êtes tous beaux, voilà. Donc, merci à vous tous. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour l'épisode 2 du Dev du jeudi. Bonne soirée, dormez bien, reposez-vous bien. Vous avez une semaine pour vous remettre et rendez-vous jeudi prochain. Bye bye.